C'est pour ça que quand on écoute les médias et même les grands groupes, Elon Musk, OpenAI et tout ça, eux, ils n'ont aucun mal à dire vous allez être remplacé par une intelligence artificielle d'ici quelques années. Mm. Mais il n'y a rien en fait pour appuyer leurs propos. C'est un point qui revient souvent quand je forme, c'est la confidentialité des données. Oui. Euh, J'étais notamment avec des coachs la fois passée qui, eux, s'inquiétaient de la confidentialité des données de leurs coachés. Est-ce que je peux faire analyser mes séances par une IA, sachant que dans ce domaine-là, c'est vraiment de l'analyse d'émotions, Oui. l'accompagnement empathique et le support émotionnel. Et en fait, ça se rejoint vachement. Et la question était très très sensible. Le fait que un adolescent, un jeune noue une relation interpersonnelle, personnelle avec une intelligence artificielle, ça entraîne des risques de brouillage émotionnel, c'est-à-dire que je ne sais plus comment je m'adresse, à qui je m'adresse, qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence. Mm. Est-ce que je fais plus confiance à une IA qu'à un humain? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview d'expertise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Raoul. Amélie, tu es doctorante en IA générative et pratique informationnelle à l'Université Paul Valéry de Montpellier et tu es aussi formatrice en IA éthique. Merci beaucoup, Amélie, d'être là. Merci à toi. Je suis très contente d'être là aussi avec toi pour parler d'un sujet qui me passionne. Euh, Alors, effectivement, je suis doctorante en IA Ouais. et mon sujet de thèse, très précisément, c'est les IA génératives et les pratiques informationnelles des jeunes vers un nouveau paradigme d'accès et de Mhm. production d'informations. C'est-à-dire que j'étudie en quoi l'IA générative elle a un impact sur la manière dont on va produire et Mhm. accéder au contenu et qu'est-ce que ça va faire en fait sur les savoirs et les connaissances qu'on va se transmettre. Quels vont être les enjeux éthiques inhérents, surtout au niveau des biais algorithmiques, des enjeux sociaux et sociétaux. Et Ouais. aussi, par rapport aux jeunes, quelle est cette relation qu'ils vont entretenir avec la machine, ce qu'on appelle l'anthropomorphisation de l'IA? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, en fait, sur leur manière de voir le monde et sur leur manière d'appréhender les choses d'un point de vue scolaire, d'un point de vue professionnel et même d'un point de vue personnel? Ok, super intéressant. Pour donner un contexte aux personnes qui nous regardent, en fait, je t'avais découverte via LinkedIn parce que tu avais posté un guide sur l'IA éthique et j'avais trouvé ça très pertinent et je me suis dit que ça pouvait être intéressant donc de faire cet échange. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ton parcours, peut-être brièvement en quelques mots? Ouais, en quelques mots, je veux juste rappeler que j'ai été enseignante dans le second degré pendant plusieurs années dans la fonction publique. J'ai quitté le navire et après, je me suis lancée un petit peu à mon compte. Alors, je continue à être prof parce que c'est mon cœur de métier. Donc, je suis en business school, mais en même temps, j'ai mon agence de conseil et formation en IA où là, j'accompagne les entreprises, institutions dans l'adoption de l'intelligence artificielle, toujours de manière éthique et responsable. Parce que moi, mon leitmotiv, c'est de rentrer non pas par la porte de l'outil, mais par la porte de la compréhension globale de l'IA. Et du coup, c'est ça qui fait un petit peu toute la différence. Voilà ce que je peux ajouter. Ok, très bien. On peut tout de suite commencer. Pour donner une idée à nos spectateurs, l'idée, ce sera aujourd'hui d'aborder, pardon, trois thématiques qui vont être essentielles. Donc, la première, ça va être le sujet de l'impact de l'IA sur l'emploi. Le deuxième sujet sera sur l'IA émotionnelle et ses enjeux éthiques en entreprise. Et puis, on va finir par une partie sur la personnification de l'IA et le bien-être des jeunes. Donc l'objectif, ça va être de mieux comprendre comment l'IA transforme nos métiers et aussi nos interactions et notre rapport au monde. Tout ça en explorant les défis éthiques, bien entendu. Donc on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On a une étude de Goldman Sachs qui estime que l'IA pourrait remplacer jusqu'à 300 millions de personnes d'emplois dans le monde. À ton avis, Amélie, comment l'automatisation et l'essor des assistants IA transforment aujourd'hui le marché de l'emploi? Et aussi, est-ce que tu vois qu'il y a des métiers qui sont particulièrement menacés et d'autres qui vont être enrichi par ces technologies? Toutes les Ouais. prédictions, elles étaient vraiment beaucoup plus alarmistes que ce qu'il en était réellement. Et c'est un petit peu ce que je dénonce quotidiennement, surtout quand je fais des formations en IA, parce que la première idée que les apprenants ont quand ils arrivent en formation, c'est de Ouais. se dire, mon métier va être remplacé par une intelligence artificielle.
Oui, Alors, c'est un peu semblable à la révolution industrielle à l'époque quand on a eu l'arrivée des machines et que là, enfin, forcément, ça a soulagé les ouvriers qui n'étaient plus obligés d'avoir des gestes trop mécaniques, même si malgré tout, ça a continué à subsister. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment beaucoup allégé la charge de travail et la fatigue des employés et surtout, ça a réduit leur temps de travail du coup, parce qu'il y avait des machines pour les aider. Donc, c'est sensiblement la même chose en fait, l'arrivée de l'IA pour les employés. C'est que pour le moment, pour l'instant, ça reste un appui, un outil pour aider à soulager, dans un monde idéal, hein, aider à soulager les employés. Maintenant, il y a beaucoup encore de conclusions alarmistes de la part de gens qui sont experts ou non, de la part de gens qui sont chercheurs ou non. En fait, c'est un petit peu tout le monde qui donne son avis et surtout les médias se sont beaucoup emparés de la question. C'est pour ça que quand on écoute les médias et même les grands groupes, Elon Musk, OpenAI, tout ça, eux, ils ont aucun mal à dire vous allez être remplacé par une intelligence artificielle d'ici quelques années. oui. Mais il n'y a rien en fait pour appuyer leurs propos. Ils appuient leurs propos sur le fait qu'ils estiment, ils pensent, ils espèrent, ils prévoient que l'IA qu'ils sont en train de développer pourra avoir tel effet, tel usage et tel impact sur la société. Mais la plupart du temps, entre ce qu'on pense, ce qu'on prévoit et ce qui se passe réellement, il y a un fossé. Donc, moi, ce que j'essaie toujours de dire à mes apprenants, c'est que les métiers qu'on a aujourd'hui, pour l'instant, en grande majorité, ne pourront pas être remplacés. Par contre, ça peut être un appui. Et encore, à la limite, on peut enlever la moitié d'un emploi, c'est-à-dire sur un temps plein, on peut en faire un mi-temps, parce que ça va remplacer. Mais bon, ça ouvre d'autres métiers derrière, quoi. Tu dis qu'il va y avoir il y a des métiers qui ne vont pas être remplacés forcément, donc ces études, elles sont alarmistes, mais on a quand même des métiers qui déjà Mm, perdent, par exemple, tu as des offres de traducteurs, des offres de copywriters, des offres par exemple, les métiers de relations clients qui commencent déjà à perdre en fait. Donc il y a des gens qui perdent leur métier ou des gens qui se retrouvent avec beaucoup moins de chiffre d'affaires à cause de ces outils. Donc moi je pense après c'est mon avis, et je pense qu'il y a des outils ou plutôt des métiers qui vont souffrir. Donc les métiers de traduction, des métiers de copywriting, de métiers de relations clients. Et il y a déjà des entreprises qui coupent mm, euh, mm. les budgets, on va dire, marketing, etc., pour les remplacer par des IA. En plus, avec l'avènement des agents IA qui vont automatiser plein de choses, je pense qu'il y a des métiers qui vont souffrir. Après, je suis d'accord avec toi que d'un autre côté, il va y avoir des métiers comme les nôtres, on va dire les métiers de cadre, les métiers d'avocat, qui vont être augmentés par l'IA. Mais je pense il y a des gens qui vont quand même souffrir. Donc, Ouais, là, je suis tout à fait d'accord. En fait, je te rejoins quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui, malheureusement, vont quand même, malgré tout, souffrir. Alors, là où ouais. je dis que c'est trop alarmiste, c'est parce qu'on n'est pas encore sur un remplacement total, c'est Oui, qu'on bien est sûr. sur le début. Ouais, ouais. Et c'est encore un petit peu des phases de test où Mm, on regarde si c'est vraiment aussi efficient et efficace qu'un humain, parce que sur certaines tâches, oui, sur ouais, d'autres, un petit peu moins. bien Mais sûr. après, ça me fait penser toujours à ce truc-là des caisses automatiques dans les magasins où on a enlevé des caissières pour mettre Mm, des caisses automatiques. Euh, Forcément, ça a supprimé des emplois. ouais, c'est ça, ouais. Ça a été une catastrophe pour beaucoup. Ouais. C'est dans l'objectif, normalement, à la base, d'éviter d'avoir des emplois qui étaient trop pénibles. Mais après, c'est Mm, vrai que pour des gens qui n'ont pas de qualification c'est universitaire ça. spécifique, qui Mm, ne peuvent pas, ou qui ont des situations particulières, en fait, c'est dramatique parce que mm, eux ne peuvent plus accéder à des emplois basiques, en fait, à côté de chez eux. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est dommage. Donc, il y a deux, moi, je pense qu'il y a deux teams, en fait. Il y a ceux qui pensent que c'est pas grave parce qu'on n'a qu'à les former, leur faire changer Oui, de c'est corps de ça. métier et tout ça. C'est ma question, Alors, c'est la question d'après. voilà. Donc, comme ça, Alors, on peut enchaîner. J'avais une question sur les mesures concrètes, d'après toi, qui pourraient être mises en place pour accompagner justement ces professionnels qui vont être impactés par l'IA. Et donc, comment on peut assurer une transition équitable vers de nouveaux métiers, par exemple, d'après toi? moi, je trouve que la question est super complexe et ça fait déjà quelques années que je réfléchis dessus parce que j'ai eu des débats enflammés avec des gens qui étaient pro remplacement par l'IA et Ouais. qui estimaient qu'il suffisait de former la personne pour que ce soit bon. Mm, Euh, Moi, j'arrive pas à vraiment me décider sur la meilleure méthode. mhm, C'est-à-dire que, OK, on remplace un métier par une intelligence artificielle, ce qui sous-entend que dans ce cas-là,
on va avoir d'autres métiers à côté pour, je sais pas, la gestion de cette IA, en soutien, je sais Mm. pas, il y a plein de choses à imaginer, mais ça sous-entend du coup qu'il faut former la personne qui a été remplacée. Oui, bien Et sûr. pour former quelqu'un, il faut que la personne déjà, elle soit OK avec ça. Il Mm. faut qu'elle ait envie de le faire. Il faut qu'elle ait les capacités d'être réceptive. Souvent, quand on est formé, il faut qu'on bouge ailleurs. Donc, en fait, peut-être qu'on sera plus dans son lieu de travail. Peut-être que ça va être compliqué pour la vie de famille. Les horaires sont pas les mêmes. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte et je pense que c'est pas la meilleure solution parce que c'est pas un truc qu'on peut appliquer à tout le monde. Mm. Et enfin, je le redis, c'est pas tout le monde qui a envie d'être formé sur un Bien truc, en sûr. fait. Enfin, c'est pas lui qui a choisi, quoi. Il peut rien. Ouais. Et c'est soit ça, soit on forme la personne pour que soit elle accompagne cette transition-là et qu'elle ait un métier qui se rattache en fait à cette IA en termes de soutien, je sais pas, technicien, tout ça. Soit, dans ce cas-là, c'est que ce que les entreprises font, c'est qu'elles proposent une reconversion dans un autre métier. Oui. Ce qui est une piste aussi, mais ce qui rejoint le même problème. Est-ce que j'ai envie d'être en reconversion alors que j'aimais mon métier? C'est pas moi qui ai choisi qu'il y ait Ouais. une IA qui vienne me prendre à ma place. Donc en fait, il y a des solutions factuelles qui sont capables d'être mises en place aujourd'hui. On peut Mm. accompagner en fait ces personnes-là pour qu'ils aient un emploi qui leur ressemble un peu plus ou pour leur trouver un emploi, tout simplement. Ouais. Mais est-ce que ça part de notre propre initiative? Non. Et c'est là en fait que c'est compliqué. Donc accompagner au changement et accompagner dans les démarches, moi, ça me semble le truc le plus essentiel possible. Ok. Mais je tiens quand même à dire que sur le remplacement des métiers, il y a des choses qui font peur, hein, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui font peur, mais après, quand on a des métiers qui touchent à la créativité, à l'intelligence émotionnelle ou aux interactions, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, je ne sais pas si tu partages mon avis, Mm. mais plus en plus de mal à arriver dans des services clients où c'est 100% IA, 100% automatisé, parce que j'ai besoin de ce contact humain pour avoir des Mm. réponses efficaces qui correspondent à ma propre situation par rapport à ce que je ressens. Chose Ouais. que, avec ce Oui. système-là, j'arrive pas à le retrouver, en fait, et ça gêne beaucoup de monde, hein, cette espèce de Oui. barrière, qu'il y a, ce mur. Bah, justement, il y a une entreprise, je me souviens plus du nom, mais qui avait supprimé un certain nombre de personnes qui bossaient dans la relation client et qui s'est rendu compte après coup que c'était pas forcément une bonne idée et donc qui a repris des personnes pour travailler là-dessus. Donc tu me fais une bonne transition parce que ça va être le sujet d'après. Parce qu'on a une étude aussi qui date de 2023 qui révèle que les entreprises qui utilisent des chatbots qui ont une intelligence émotionnelle, donc la capacité d'être empathique, etc., qui ont vu leur taux de satisfaction augmenter, quelle satisfaction client, augmenter de 25%. Pourtant, 15% des utilisateurs restent insatisfaits en raison d'interprétations erronées des émotions. D'après toi, quels sont les défis éthiques qui sont liés à ces chatbots qui sont capables de détecter et de répondre aux émotions des clients et comment éviter les malentendus et la manipulation dans ces interactions? Alors, question hyper complexe, mais hyper intéressante. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études dessus, mais on n'est pas encore, on n'a pas creusé à fond la question parce Oui. que bah, ça bouge beaucoup et puis c'est pas facile à mesurer. Euh, le fait de trouver que l'IA soit capable d'être empathique ou qu'elle soit capable de faire preuve d'émotion ou qu'on ait l'impression qu'elle nous comprenne, c'est vraiment, c'est à double tranchant en fait. Soit on a la capacité de faire preuve d'esprit critique, de prendre du recul et de se dire, bon, ok, c'est pas qu'elle interprète mes émotions, c'est que dans son système algorithmique, elle a trouvé, enfin, elle a analysé que j'étais peut-être plus en colère ou peut-être plus heureuse ou peut-être pas très insatisfaite. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est cette relation homme-machine qui Mm. se joue et je trouve ça très dangereux en fait. Le fait qu'on ait un lien qui se crée avec une entité euh, Ouais. Bah, robotique. mhm. Et en fait, il faut être super vigilant là-dessus parce que c'est marrant l'étude que tu cites, parce que tu dis que ils apprécient le fait que le chatbot puisse faire preuve d'empathie, ce qui Mm. en soi ce n'est pas correct, mais en tout cas, c'est les... le langage contextuel a été amélioré de façon à ce qu'on ait l'impression que ce soit le cas. Mais qu'ils étaient pourtant pas aussi satisfaits que ça, bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas encore une IA qui soit capable de vraiment analyser Mm. les émotions en tant que telles, parce qu'une émotion, c'est pas un truc qu'on peut calculer, c'est pas un truc qu'on Oui, peut... oui. Enfin, déjà, c'est même difficile pour nous en tant qu'humains de mettre des mots sur ce qu'on ressent parfois, mais Mm. alors avec une IA, c'est encore pire, parce que c'est pas juste une question de langage, en fait, verbal,
la transmission d'émotions, ça passe par plein d'autres choses. C'est du non-verbal, Ouais, c'est juste du ressenti, c'est plein de trucs. Donc en fait, c'est pas facile. Et je sais que nous, en tant qu'adultes, on est peut-être un peu moins touchés par ces choses-là. Les jeunes, par contre, c'est pas du tout, pas du ouais. tout, pas du tout la On chose. va l'aborder après. Donc, j'enchaîne sur la question, une autre question qui est toujours en lien avec les IA émotionnels. Donc, tu parlais des dangers, Mm. mais parmi les dangers, il y a aussi la confidentialité. Donc, on sait que l'analyse des émotions des employés et des clients par l'IA soulève ce type de préoccupation. D'après toi, quelle réglementation ou bonne pratique on devrait adopter pour protéger ces données sensibles, sachant que 40% des utilisateurs s'inquiètent pour leur vie privée? Ouais, c'est un point qui revient souvent quand je forme, c'est la confidentialité des Mm. données. Oui, Euh, J'étais notamment avec des coachs la fois passée qui, eux, s'inquiétaient de la confidentialité des données de leurs coachés. Est-ce que je peux faire analyser mes séances par une IA, sachant que dans ce domaine-là, c'est vraiment de l'analyse d'émotions, oui. l'accompagnement empathique et le support émotionnel. Et en fait, ça se rejoint vachement. Et la question était très, très sensible. Alors, pour le moment, il y a deux choses qu'on peut faire qui sont simples à mettre en place, enfin plutôt trois. La première, c'est de ne pas trop s'épancher sur une intelligence artificielle pour parler de ses propres émotions, pour parler de soi-même en profondeur, parce que c'est pas forcément bon qu'on se livre à ce point-là à une IA qui va récolter tout ça pour en faire on ne sait pas quoi. Oui. Deuxièmement, on peut anonymiser, par exemple dans un cadre professionnel, on peut anonymiser les données on va faire analyser ou la conversation qu'on va avoir. C'est-à-dire que si je veux faire analyser un document, une retranscription de quelque chose, ou que je veux parler de moi, par exemple, je peux essayer d'anonymiser un maximum. Je peux changer les prénoms, les Mm. noms, changer deux, trois trucs, de manière à ce que le contenu soit quand même similaire, mais qui contienne le moins de données personnelles possible. Et troisième point, c'est utiliser les chats éphémères. Ça peut aider d'utiliser les chats éphémères parce que techniquement, la mémoire n'est pas enregistrée. Et les chats éphémères, comment ça se concrétise? Tu donnes un exemple, Ouais, alors dans quel outil ça existe, par exemple? si vous allez sur ChatGPT, par exemple, il y a une petite bulle tout en haut qui Mhm. s'appelle chat éphémère. Et en fait, quand vous allez ouvrir cette conversation-là, ça va juste être une conversation qui va être là le temps d'un instant, le temps que vous lui parliez. Et dès que vous allez la fermer, bah, Mm. c'est comme si ça n'avait jamais existé, en fait. Oui, Et c'est c'est ça intéressant. qui est pas mal aussi, si vous voulez éviter de vous sentir un peu trop surveillé ou que ce soit Mm. trop intrusif pour vous au niveau de la confidentialité des données. Ouais. Ben, très bien. Euh, donc, tu parlais des jeunes, tu parlais des risques d'attachement émotionnel, par exemple. Donc, on a l'humanisation des assistants IA, peut créer des interactions qui sont plus naturelles, mais donc, comme je disais, il y a un risque d'attachement émotionnel. On a l'exemple de l'outil Character AI, donc qui est une plateforme et un chatbot qui permet de créer et d'interagir avec des IA qui sont dotés de personnalités distinctes, et ça peut être même des célébrités. Et cet outil, donc, il a connu une explosion de popularité auprès des jeunes. Donc, je pense qu'en France, on n'entend pas beaucoup parler, mais aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène. Euh, Par exemple, il y a des utilisateurs qui restent dessus pendant des heures par jour et ils développent une relation quasi affective avec ces IA. Dans quelle mesure cette personnification des assistants IA influence l'attachement émotionnel des jeunes et quels risques ça peut poser pour leur bien-être au travail, par exemple, notamment en termes d'isolement et d'altération des relations humaines. Alors, beaucoup de choses intéressantes dans cette question, beaucoup de points que j'aimerais aborder. La première, c'est que ce genre de situation-là, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la personnification d'IA ou la personnification de personnages virtuels, ça existe depuis très longtemps. Moi, j'avais fait mon mémoire justement sur cette question-là, sur l'identité numérique des adolescents dans les jeux vidéo. Et Mhm. la question que je me posais, c'était est-ce qu'ils sont capables de faire la différence entre réel et numérique, entre réel et virtuel, et qu'est-ce qu'ils vont nouer en fait comme lien émotionnel, comme relation sociale dans les jeux vidéo?
Mm. Et c'est arrivé quand même, ça arrive quoi, que les adolescents, ils nouent des liens avec des personnages virtuels. Mm. Parce que c'est des formes d'IA finalement, c'est des chatbots, Oui, donc en oui, fait, oui, bien sûr. ils répondent et ils ont des conversations et ça fait une compagnie quoi. Mm. Et c'est un problème qui dure depuis quelques années déjà au Japon, notamment avec Mm. Un grand problème. voilà, et il y a un gros problème, et du coup, certains lient ça avec la baisse de natalité. Mm. Donc, il y a un vrai problème. Là-bas, les jeunes, ils ont du mal à se rencontrer, ils ont du mal à nouer des liens, ils ont du mal à avoir des relations Mm. amoureuses. Bref, c'est pas juste un problème individuel, ça, c'est un problème sociétal. Ouais. Et nous, en France, on est un peu moins touchés par ce genre de choses par rapport au Japon, par exemple, mais on est quand même soumis à des choses qui sont un peu effrayantes et très surprenantes, quoi. Le fait que un adolescent, un jeune noue une relation interpersonnelle, personnelle avec une intelligence artificielle, ça entraîne des risques de brouillage émotionnel, c'est-à-dire que je ne sais plus comment je m'adresse, à qui je m'adresse, qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence. Mm. Est-ce que j'ai plus confiance à une IA qu'à un humain? Récemment, j'ai partagé un article sur LinkedIn qui parle de cette question. Moins on comprend l'IA et plus on l'utilise. Ouais, je l'ai vu, c'était très bien. Ouais. Et il y a une autre étude qui dit, bah, en fait, moins on comprend l'IA et plus on lui fait confiance. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne à l'IA un pouvoir décisionnel. Ouais. À partir du moment où je donne à une IA qui n'est pas capable de faire preuve d'empathie, d'émotion, de compréhension réelle de l'humain, et que je lui laisse ce pouvoir-là décisionnel, surtout vis-à-vis des jeunes, mais qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Ouais. Ça risque d'être dramatique. Il y a cette question-là aussi de solitude et d'isolement social Mm. que j'ai étudié aussi dans le cadre de mon mémoire, qui se retrouve déjà dans les jeux vidéo, qui est un écosystème qui isole beaucoup les jeunes. Mais là, en fait, c'est la même chose. J'ai vu énormément de vidéos TikTok, de vidéos sur les réseaux de jeunes qui parlent de ChatGPT comme si c'était leur meilleur ami, leur Mm. confident, leur béquille, enfin, c'est comme si c'était leur tout. Et sans ChatGPT, ils n'arrivent plus parce que dès qu'il Mm. leur arrive un truc dans leur vie, ils vont demander à ChatGPT, ils vont leur dire: Ah, Mm. mon mec, il m'a fait ça, je comprends pas et tout. Oui. Et du coup, j'ai vu une vidéo TikTok d'une fille qui disait: Ouais, mon ChatGPT, il est devenu fou, il a pété un plomb, il est en train d'insulter mon mec. Et c'est pas qu'il a insulté son mec, c'est juste que comme elle lui en parlait tout le temps, au bout d'un moment, bah, dans la conversation, l'IA, elle s'est adaptée à son contexte et à son ton, donc elle lui a dit: Ouais, t'as raison, c'est vraiment un nanana. Ah oui. Et en plus, il y a les biais de confirmation qui s'activent. Voilà, Mm. c'est ça. Donc en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte et en fait, les jeunes ne comprennent pas. En fait, Ouais. pour eux, nous on a conscience qu'en fait, il y a des biais Mm. cognitifs, des biais Mm. algorithmiques, voilà, c'est un ensemble, il y a plein d'interactions, on sait comment ça marche. Mais les jeunes, pour eux, c'est une fenêtre où je tape dedans un truc, je discute avec quelque chose que je ne peux ni nommer ni visualiser, qui me répond, qui comprend ce que je lui dis et qui confirme ce que je lui dis. Mm. Mm. Euh, et du coup, quand l'IA, elle a des... Parce qu'ils ont quand même cette espèce de notion de l'intelligence artificielle, c'est un robot quelque part, donc elle n'est pas censée faire ça, normalement. Oui. Sauf que quand il y a un moment donné où les réponses, elles arrivent hyper personnalisées, qui répondent exactement et qui ont le même ton, le même contexte, bref, que ça sort un petit peu du contexte de l'IA qu'on a l'habitude de voir qui est très lisse, bah tout de suite ils se disent: Punaise, mon IA, elle pète un plomb, elle est intelligente, elle est autonome, elle me comprend et tout, machin. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que on a tendance, en tout cas les jeunes, à raconter leur vie à ChatGPT et à ne plus le faire chez d'autres personnes. Pourquoi? Bah, parce que les autres, ils ont tendance à juger, à être peut-être malveillants, à pas écouter, je sais pas. Et Ou l'IA, elle, alors, ou peut-être, excuse-moi, je te coupe, ça peut être aussi parce que quand ils échangent avec quelqu'un, ils pensent différemment d'eux, aussi. qu'eux, et donc ils sont pas contents. Et quand on est adolescent, on est frustré, Ouais. enfin, on n'aime pas ça, donc on se dit, ah, ChatGPT, c'est mon nounours, je peux tout lui raconter, il est gentil, entre guillemets. Donc, C'est ce que tu disais, le biais de confirmation, c'est ouais, exactement ça. ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais tort. Et Mm, puis l'IA, elle est toujours bienveillante, et puis elle va toujours dans mon sens, et puis elle est toujours là, quoi. mm, Dès que j'ai un problème, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir ma meilleure amie au téléphone ou d'avoir ma mère au téléphone. Non, je tape mon truc sur ChatGPT mm, et mm, ChatGPT me confirme, me répond, me réconforte. Donc, c'est cette relation-là de dépendance et de personnification qui est hyper dangereuse parce que c'est hyper paradoxal, mais ça fait déjà des années en fait que c'est le cas. Plus on est connecté et plus on est seul. oui, oui.
Et c'est un paradoxe en fait qui est hyper intéressant parce que on est dans un monde aussi maintenant qui est interconnecté. On peut parler à n'importe qui sur la planète. Mais est-ce que pour autant on se sent entouré? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, les relations virtuelles, ça n'a pas la même valeur que les relations réelles, quoi. Mm. C'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les mêmes apports, Mm. ça génère pas les mêmes émotions. Donc, c'est une Ouais. question qui est hyper intéressante et qui a été étudiée dans pas mal de domaines, mais encore dans les IA génératives, c'est tellement neuf, en fait, qu'on n'a pas de... On sait pas, en fait, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va impliquer. On sait que c'est en train de changer la vie personnelle des jeunes, pour aussi la vie professionnelle, entre guillemets, en tout cas scolaire, parce que moi je vois des trucs avec mes étudiants, j'ai envie de m'arracher les cheveux des fois. Euh, Comme quoi, c'est... par exemple, sachant qu'il nous reste pas beaucoup de temps, voilà, on peut continuer. Tu peux juste donner l'exemple. Et après, en quelques mots, comment tu peux, d'après toi, comment on peut prévenir cette dépendance aux technologies, à ces technologies et quelles politiques peuvent être adoptées pour encourager justement un usage équilibré. Donc en quelques mots, si tu peux, parce que Ouais. Comment encadrer cette pratique? Comment encadrer tout ça? C'était ça ta oui, question? oui, oui, quelles bonnes pratiques et quelles politiques peuvent être adoptées. Donc, Bah, c'est pas facile. Quelle bonne pratique. Il faudrait dire aux jeunes de pas faire ça et de plutôt faire ça, ce qui est, on le sait, avec des adolescents quasiment impossible. Donc, à part sensibiliser de manière continuelle et continue et que ce soit affiché partout sur les mm, plateformes d'IA, c'est un peu compliqué. Il faut que les parents soient au courant, c'est mm, très compliqué. Il faut mm, que les professeurs, le corps éducatif soient impliqués et soient formés, c'est très, très mm, difficile. c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Oui, en parler, informer, se former, mais là, dans Ouais, l'état des choses, c'est très très dur. Et politiquement, il faudrait qu'il y ait des encadrements à ce niveau-là, mais c'est pas le cas parce qu'au contraire, le nouveau modèle de ChatGPT 4.5, par exemple, il est capable de pas faire preuve de plus d'empathie, mais de simuler de manière plus efficace l'empathie et les émotions. ouais. Donc, Donc, en fait, ça devient plus compliqué, en fait. voilà. On évolue, mais c'est plus compliqué à gérer ensuite au niveau des usages, quoi. Ouais, parce qu'on sait que la technologie avance très vite et les lois sont, en général prennent pas mal de temps, donc c'est compliqué. Je sais pas si tu as des choses à ajouter sur le sujet, peut-être des éléments que tu voudrais Mhm. approfondir. Ben, je pense que c'est important de casser un petit peu tout cet imaginaire collectif qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, de prendre connaissance de prendre conscience surtout qu'on a tous notre propre perception de l'IA, que ça influe sur la manière dont on l'utilise et dont on l'aperçoit, et que chez les jeunes, l'utilisation et la perception des IA, c'est pas la même chose que chez nous, et que c'est important de l'encadrer, et que c'est important que tout le monde soit formé en entrant, non pas par la porte de l'outil, mais en entrant par la compréhension globale, et pour essayer de comprendre quels seront les impacts à long terme sur notre société, parce que ça va devenir un enjeu sociétal et non plus Mm. individuel. Ouais, eh ben, très bien. Et sur la thématique, toutes les thématiques qu'on a abordées, est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, quelques mots? Ou sinon, on peut. Euh, non, juste sur l'impact de l'IA sur l'emploi, c'est pas ma spécialité. Je sais qu'il y a Ouais, des gens qui s'y connaissent mieux que moi, mais moi, je reste relativement optimiste face à la ok. question. Parce que je pense pas que dans nos collectivités, dans notre société, on apprécie plus que ça que tout soit remplacé par une IA. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où le besoin, le désir collectif, ce qu'attend la population, ça risque de rentrer en conflit avec ce que souhaite Mm. l'institution et les entreprises. Parce qu'il y a des C'est ça. enjeux économiques et politiques, évidemment, derrière tout ça. Donc, à Exactement. un moment donné, ça risque de rentrer en conflit. Ouais, ouais. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Amélie. Franchement, c'était très intéressant d'échanger avec toi sur tous ces sujets et notamment ton sujet de thèse. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là et d'avoir pu échanger avec moi. Je te souhaite bonne continuation pour ta thèse et pour ce que tu fais à côté. Et puis, bah, très bonne journée à toi. Merci beaucoup, Iman. Et Merci beaucoup. puis, euh, et puis je te dis à bientôt et merci aux personnes qui nous ont suivis. Donc, allez, au revoir. Merci. Au revoir.